Biographe, c'est un ancien mot, il n'existe, j'ai cherché dans les dictionnaires aujourd'hui, il avait apparemment disparu, mais il existe même officiellement à la mairie de Bordeaux, par exemple. Ça désigne les gens qui s'occupent du nom des rues, donc l'odonymie. Il s'appelle biographe officiellement, en tout cas dans notre administration, mais c'est un mot qui est employé surtout au XIXe siècle pour les gens qui cherchaient les voies romaines. Et je trouve que c'est un nom pratique, pratique. Alors, la carte de biographe, c'est ce que j'ai choisi comme thème, c'est-à-dire c'est une réflexion plutôt sur la cartographie, cartographie des voies romaines, quel est le rapport entre la cartographie et le terrain, problème de publication, en prenant un point de vue, je dirais, historiographique, en allant du XIXe siècle, enfin, disons de la biographie traditionnelle, à aujourd'hui, à ce qu'on veut faire ensemble. Alors là, je pars de cette carte qui avait été dressée en 2014. Vous savez qu'à Ausonius, nous avons un programme international sur un atlas informatisé de l'Adriatique antique. Donc, la chose était assez simple, Atlas de l'informatisme de l'Adriatique antique qui est fait grâce à la collaboration avec Humanum, à Ausonius, c'est-à-dire avec une spécialiste des bases de données, donc Nathalie Prévost, et un géomaticien qui est Clément Coutelier. Mais avant, il y avait une Élie Martin. Il y a des places ici. Des places ici. Bien. Et alors, donc, ce qui paraissait assez simple, quand on a commencé à faire la classe, ce qui paraissait assez simple, c'est de faire une base de données avec des sites et de mettre les sites, de lier les sites à une carte. C'était une opération de SIG qui était devenue une chose assez classique, disons, déjà, ça, entre guillemets, classique. Mais on s'est dit, c'est quand même, il faut absolument avoir le réseau routier principal. Et là, c'est là où les difficultés ont commencé, parce que, on a commencé à regarder, on a pris le Barrington, par exemple. Alors on a dit, on va transposer le Barrington, tout simplement, pour commencer. Mais on a comparé aussi avec quelques autres atlas, et les atlas ne sont pas d'accord entre le Barrington et, par exemple, le Grosser Historischer Atlas, ou bien la Tabula Imperii Romani. Et donc, il y a des choix à faire. Tout le monde n'est pas d'accord sur les réseaux routiers. Ensuite, quand on transpose le Barrington, ce qui a été fait aussi dans le ANW, en fait, il y a un atlas en ligne qui a repris tout le Barrington, quand on le transpose donc sur une carte sur Internet, donc multiscalaire, tant qu'on reste à un niveau d'une échelle au millionième, ou au millionième, ou au 500 millième, ça va. Mais si on a le malheur de descendre un petit peu, on se trouve avec des choses bizarres, comme la route se met donc sur flanc de montagne. C'est normal, puisque l'Atlas était conçu pour une certaine échelle et pas pour descendre à une grande échelle. Donc c'est le premier problème. Le problème s'est posé. Là-dessus, il y a une proposition donc, de Sarah Zani, qui a candidaté d'abord pour l'IDEX, pour un postdoc, qui travaille sur les routes, et puis ensuite qui a finalement réussi à avoir une bourse, c'est encore mieux, une bourse Marie Curie, qui est là pour 2 ans, avec un projet, donc qui a fait un projet de sites informatisés, enfin c'est pas seulement ça, de la route d'Aquilée jusqu'à Signidinum, et de là est né donc son projet à elle de faire cette table ronde. Alors donc je reviens aux cartes. Le problème des cartes, on part des cartes de l'Atlas. Je me présente d'abord comme utilisateur, je veux me renseigner sur un réseau routier, je vais dans les atlas, mais je vois donc ces divergences entre les différentes atlas, problèmes de tracé, problèmes de dénomination aussi parfois, et en se posant la question comment on arrive à ces atlas, eh bien les gens qui ont tracé les atlas sont partis souvent, ça a commencé avec le CIL en particulier, les cartes de Kipper dans le CIL partent des travaux des érudits
parfois des érudits très locaux, mais surtout des gens qui ont déjà fait des synthèses à partir du 19e siècle, des synthèses régionales, et on continue et on corrige sur certains des atlas plus récents à partir de cartes provinciales comme celle-ci, ou une partie de la région. Bon, ça c'est la carte de Pierre Sillère par exemple, hein, qui donc donne le réseau principal de l'Aquitaine, ça a été publié donc en 1992, ou bien cette carte de Jean Hirnard, hein, sur la proposition d'agglomération secondaire qui date de 75-76 il me semble. Alors, là aussi on a des divergences, mais toutes ces cartes ont été élaborées à partir d'autres cartes donc je disais, du 19e ou 20e siècle, à laquelle on a ajouté un certain nombre de travaux. Alors, on part d'abord, le biographe, comme vous le savez, part d'abord, biographe qui travaille sur les voies romaines. Le réflexe, il part des documents écrits antiques, qui sont les itinéraires, qu'on les appelle, bon, la table de Pettinger, avec, vous voyez, Vesona, vous voyez, Audenacum, Aulnay, qui nous amène à Saintes, à Mediolanum Sanctorum, etc. Donc, il y a tout ce travail d'interprétation depuis 2 siècles, hein, de la table de Pettinger et d'itinéraire d'Antonin et de l'itinéraire de Bordeaux à Jérusalem, hein, tout ce problème qui se combine, hein, qui se combine à l'utilisation des milliaires. Il en sera largement question, je ne développe pas ça, mais il en sera largement question dans toutes les communications consacrées aux voies romaines aujourd'hui. Donc, déjà, ce problème d'interprétation avec, par exemple, parmi les dernières réflexions, la carte de Jean-Pierre Bost, hein, à partir de l'ensemble des itinéraires antiques, plus les milliaires, hein, qui font apparaître, par exemple, les voies impériales, les voies principales, comme la voie de Lyon à Saintes. Hein, donc on voit bien avec tous les milliaires qui apparaissent, et tous les problèmes d'incertitude, hein, vous savez. On est loin d'avoir fait le tour de la question sur la table de Pettinger ou sur les 2 autres, itinéraires d'Antonin et itinéraire de Bordeaux à Jérusalem. Donc ça, je ne développe pas ça, on en reparlera tout au long de cette journée. Je fais simplement un bref rappel historiographique avec avec tout ce travail d'élaboration des indices. Il y a eu pendant 1 siècle et demi au moins déjà tout un travail de systématisation, d'utilisation de toute une série d'indices. Là c'est Albert Gronier, vous voyez là qui nous sourit, il était directeur de l'école française de Rome après la guerre en 1947. Je ne sais pas qui est la dame avec un joli chapeau, mais quelqu'un pourra nous renseigner. On est à l'école française sur la terrasse qui regarde vers le Tibre. Bon. Donc Albert Gronier a publié son manuel d'archéologie qui a été vraiment une bible, hein, aussi pour les archéologues en France. Je prends surtout les exemples français maintenant. Hein. Donc en France, il a mis en ordre donc toutes les données, tous les indices à côté du travail sur le terrain, des indices qu'on pouvait avoir en regardant la carte. On part d'abord de la carte, hein, toujours, à partir du XIXe siècle, eh bien, on part de la carte, des cartes d'état-major, comme on les appelait, hein, à partir du moment où on a disposé de ces cartes d'état-major en France au 80 millième, mais déjà avant, il y a donc toute une série d'érudits qui se sont lancés dans le tracé des cartes. Alors là, j'ai pris cette carte, parce que c'est une carte qu'on a fait récemment avec Jacques Centraux, hein, dans un article consacré à la route de Nantes à Montaigu. Hein, donc on utilise tous les indices à propos de folklore récent. Donc cette carte, vous voyez le trait continu, là, on voit bien la route toute droite qui part en fait de Rézé, Ratiatum, hein, qui va en direction de Saint-Georges de Montaigu, qui est une agglomération secondaire, antique. Eh bien, on voit en particulier sur là où il y a le plus de couleurs, eh bien que la carte, la voie a été déterminée par des érudits comme Bizel, déjà, des 19e siècle, à cause de son tracé rectiligne, hein, donc la pronation de chemins anciens, tracé rectiligne, le fait, par exemple, ce qui est marqué en vert, on a du mal à voir d'ici, mais toute cette partie en vert, ça correspond à des limites de communes, le fait qu'une route soit le fait qu'une route
servent un chemin ou une route ancienne, servent de limite de commune. Ça sert ici, la route sert de limite sur 3 communes. Donc c'est le type d'indice. Donc tout ce travail qui a été fait sur la carte, hein, l'exploitation de la carte, l'exploitation de la toponymie, hein, la chaussée par exemple, je ne vois pas très bien ici, mais je pense que ça doit être là, hein, le toponyme, la chaussée, etc. Donc tout ça a été accumulé au XIXe siècle et systématisé par Albert Gronier. Alors là-dessus, on a ajouté des indices récents, c'est-à-dire la photo aérienne que vous avez en bas, là, et puis tous ces points rouges, ce sont des sondages surtout récents, mais quelquefois anciens, qui ont été faits tout le long de la route, des observations, résultats de prospection. Donc, c'est le dialogue entre la carte et le terrain, mais souvent, ce sont des travaux qui ont été faits uniquement à partir des cartes. Hein, c'est pas le cas ici, mais souvent à partir des cartes, sans que les gens aillent sur le terrain. Et puis, on s'est trouvé, on s'est trouvé parfois devant une profusion de routes, et parfois un réseau parfois supérieur à l'actuel, d'une certaine façon. Là, c'est un des excès, c'est la carte de Louis Brochet, qui est publiée par Gronier. Un Gronier avait tout pris toutes les cartes, mais sans faire de critique. Et on a des endroits où on a vraiment une débauche de route. Alors, ce qui est intéressant pourtant, c'est que Louis Brochet était un agent voyer. Hein, c'est peut-être un des ancêtres, un prédécesseur de Isaac. Hein, donc c'est quelqu'un qui travaillait sur le terrain. Mais il a pris quelques sondages et puis il a tiré des traits. Il a tiré des traits à travers le pays, donc quadrillant totalement la Vendée. Mais ça, c'est un type d'excès. Il y a d'autres types d'excès, j'en ai pas montré ici, mais par exemple le commandant Bastide, des voies mérovingiennes, des romaines du Limousin, où on a une carte qui ressemble à un paquet de spaghettis. Ce n'est pas satisfaisant, en tout cas on sent que ça ne va pas être ça exactement, le réseau routier romain. Hein, bon. Donc c'est la première phase un petit peu romantique, mais qui avait rendu furieux dans les années 70 Paul-Marie Duval en disant mais c'est pas possible de continuer comme ça, il faut revenir au terrain, mais même en allant au terrain, parfois on a des problèmes. Alors le deuxième souffle, hein, c'est le rôle, c'est à partir de 1960, ça concorde en même temps avec le développement en France. En Italie, ça a pu commencer plus tôt, mais en France, ça a commencé avec le développement de la photographie aérienne. Et donc, le rôle vraiment de pionnier, de promoteur de toutes les techniques nouvelles, de chevalier. Un chevalier, donc, Raymond Chevalier, qui est venu à plusieurs reprises d'ailleurs ici, on a connu jusqu'à la dernière moment de sa vie ici, donc, qui a lancé un certain nombre de recherches sur les voies romaines. Il a publié un nouveau manuel, reprenant Gronier, mais approfondissant, donnant de nouvelles techniques, 1972, qui a été réédité en 1997 en plusieurs langues, aussi en anglais et en italien. Donc il y a eu une grande influence sur la recherche d'une manière générale, mais toujours fondée d'abord sur le thème, ce sont les voies romaines, hein, essentiellement. Et donc, avec les photos aériennes, on ne va pas insister puisqu'on va en voir beaucoup aujourd'hui. Ben, je rappelle, par exemple celle-ci, donc d'Acier, il y a Dacier qui a un photographe aérien qui a fait énormément de découvertes en Poitou-Charentes d'une manière générale, et c'est une voie qui va une voie secondaire, hein, qui va de Saintes peut-être en direction de Cahors. Bon. Alors on parle de la photographie aérienne. La photographie aérienne pose un certain nombre de questions. Et là, savoir de quelle façon. Non, Tasso 2008, c'est pas moi, ça, c'est une erreur. C'était une autre carte. Non, ça c'est. Mettez en dessous Morin 1978. Hein. C'est significatif, hein, ce lapsus. Donc, Louis, je rappelle le travail qu'a fait Louis à propos de sa thèse en 1978 sur la cité des Santons. C'est un travail donc sur l'ensemble d'une cité, une monographie sur l'ensemble d'une cité. Il est parti des calques diasofilms, un décalque qui avait été dessiné par Jacqueline Soyer, quelqu'un du CNRS, une dame du CNRS qui avait été employée, recrutée par Raymond Chevalier pour travailler à partir de toute la documentation cartographique et des photographies aériennes pour tracer ensuite ces calques que l'on pouvait, de chemins anciens, mais de voies romaines aussi, que l'on pouvait, que les biographes pouvaient ensuite utiliser. Et donc Louis, tu m'interromps si je me trompe, Louis donc, a dressé une carte, il l'a reprise ici dans la carte archéologique de la Gaule,
à partir, en grande partie, d'abord de tous les travaux du XIXe siècle, mais du XIXe, XXe, mais aussi à partir de ces calques diasophines. Alors, ce que je voulais montrer, c'était les pièges de l'archéologie aérienne dans certains cas. En tout cas, c'est celui-là. Celui-là. Je vois rien. Si, ça y est. Vous voyez, on a quelque chose de bizarre ici. Hein. On va de Saintes à Saujon, et puis la route tourne brusquement et s'en va vers le sud, mais ne va pas à l'agglomération principale qui s'appelle Barzan, hein, qui a été fouillée par Alain Brouet, justement, qui a participé aux grandes fouilles de Barzan. Donc il y a une bizarrerie. Cette bizarrerie, en fait, a été expliquée, mais ça c'est pas... je donne mes cartes, mais c'est des cartes, vous voyez, en fait, qui sont très sommaires, hein, ce sont des schémas, ce ne sont pas de véritables cartes de route, hein, ce sont des schémas routiers. En fait, j'ai eu l'explication par des archéologues qui sont venus me voir quand j'étais directeur d'Aquitania, en me disant qu'ils avaient quelque chose à publier sur la route de Barzan à Saintes, et que le dessin qui avait été repris par Louis était en fait quelque chose qui n'avait rien à voir avec une voie romaine. Alors, ce dessin donc avait été sanctionné, en somme renforcé, par une photographie aérienne prise par Dacier, ici. Et donc, il prouvait l'existence. Et en fait, les archéologues, je me souviens plus, celui qui fouille la Mortagne actuellement, enfin, Louis, tu le connais peut-être? C'était Landreau. Oui, Landreau, c'est lui qui a travaillé là-dessus, qui travaille. Donc, il a réexaminé la photo, il a vu en fait qu'elle n'était pas bien orientée. C'était un problème d'orientation. Elle était orientée entre Barzan et Saintes, mais non pas dans l'autre sens. Et puis, il suivait toute la voie, on voit un petit peu d'ailleurs sur le calque, hein. Il suivait ici toute la voie depuis Saintes jusqu'à Barzan. Donc ça s'explique beaucoup mieux d'avoir une liaison directe entre Saintes et Barzan. Bon, voilà, des exemples en somme d'erreurs, parfois parce qu'il y a une erreur d'orientation, ou alors on a pris juste un petit bout de route, et puis on a mis en relation avec un chemin ancien qui n'a rien à voir avec une voie romaine. Bon. Alors, je voudrais ajouter que les diazolides ne précise pas particulièrement la chronologie des voies, et c'est Soyer qui avait dit, était parti du principe que c'était des voies romaines. Voilà, c'est ça. Il disait que c'était théoriquement chemin ancien, mais tout ce qu'elle voyait comme chemin ancien était présumé romain, quoi. Enfin, donc c'était donc une source d'erreur. Bien, bon, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, je passe rapidement sur un autre égarement dans lequel se sont fourvoyés les archéologues à la suite de Chevalier. Bon, c'était assez simple, je lis. Alors la méthode est dans son principe assez simple. S'il existe un bornage correspondant à une métrique quelconque, U, si l'on considère que l'erreur maximale admissible sur un intervalle est égale à E, si O est un point de division du parcellaire ou de l'itinéraire, la distance qui sépare n'importe quel autre point de division de cet autre point O arbitrairement pris pour origine est égale à un multiple U, augmenté et diminué de E. Bon, jusque-là, pas de problème, tout le monde me suit. D'autre part, si prenant O pour origine, on trouve deux distances mesurées à partir de O qui satisfassent cette première relation, la différence entre ces deux distances doit aussi se le satisfaire, ce qui, du fait de la combinaison des erreurs, est loin d'être toujours le cas. Toute série de détails palmétriques le long d'un axe satisfait à cette condition peut présenter la survivance d'un bornage. Alors, de cette constatation, c'est une double constatation, hein. C'est-à-dire qu'on a des voies romaines données on a des chemins anciens donnés par la photographie aérienne, et puis toute la biographie précédente, et puis Chevalier fait remarquer que le long des voies, enfin, on parle pas d'exigence, le long des voies, on a à chaque fois, à intervalles réguliers, des points remarquables. Là arrive un chemin, là il y a une croix, là il y a une chapelle, etc. Et il présuppose que tout cela, ça correspond en fait à des millières ou des bornes de guerre. C'est en grosso modo là. Et alors là-dessus se sont engouffrés d'autres calculateurs, comme Jacques Dacier, qui s'est lancé dans une démonstration en disant, bon, reprenant aussi la table de Pottinger et d'autres, et en disant, bon, s'il y a tellement de différences entre les itinéraires routiers, les millières, le calcul, les mesures le long des voies, hein, eh bien c'est parce qu'on utilise tantôt le mille romain,
tantôt la lieue gauloise de 2222 mètres, enfin, la lieue qui est utilisée à l'époque romaine à partir du IIe siècle, du IIIe siècle pour la Gaule, hein, c'est une particularité. Mais il a repris plutôt quelque chose d'un biographe du IXe siècle, Pistolet de Saint-Fargeau, en inventant une lieue, la grande lieue gauloise. C'est-à-dire qu'il considère qu'on a tantôt le 1000, tantôt une lieue dite romaine, 2222 mètres, et tantôt une grande lieue gauloise. Et il mesure, tantôt ça marche avec l'une, tantôt avec l'autre, mais il peut prouver tout ce qu'il veut. Enfin, en somme, tout cela a été publié dans Gallia, peut donner un petit peu comme un résultat d'une analyse rigoureuse, alors que c'est complètement... Enfin, moi, ça me semble extrêmement hasardeux, on va dire. Alors, les réalités du terrain, d'un autre côté, pendant toute cette période, eh bien, c'est la publication du travail de Desbordes, qui a été republié récemment par Aquitania. Donc, travail de terrain avec la multiplication, c'est ça souvent qui manquait, la multiplication des sondages. Sondages, donc, et tracés de cartes, mais qui collent vraiment le plus à la topographie, où on ajoute bien sûr tout ce qu'on connaît des documents antiques, mais avec toute une série d'observations, de prospection de terrain. Je ne développe pas ça. Je rappelle que tous les invités ont droit à cet ouvrage, qui est offert généreusement par Aquitania, dont le directeur est ici. Alors, bon, nous le remercions jamais assez. Donc, travail rigoureux mené par Desbordes sur les voies romaines et d'autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pour coller davantage, avoir des cartes beaucoup plus rigoureuses, superposées aux cartes au 25 millième de l'Institut géographique national, ce qui permet de suivre beaucoup plus facilement que ces cartes réduites que nous avons. Des cartes réduites que nous avons dans les revues, les bulletins, parce qu'on est obligé de faire rentrer un travail qui a été effectué sur des cartes au 25 millième, 50 millième, 100 millième, faire rentrer ça sur un format in quarto ou in octavo. Donc on a des cartes comme celles que nous avons montrées juste avant. Alors donc ça c'est intéressant. Autre cas intéressant où on progresse, c'est le type de fouille qu'on peut mener parce que souvent ce sont simplement des tranchées, mais dans le cas de Sillère, quand il a fait cette fouille à l'hôpital de Larzac, il a procédé par tranche et a établi là encore une belle stratigraphie où il voit l'histoire de la route qui allait de Rodez à Pesero. Et on voit donc par tranche les différentes époques. Donc on a la différentes stratigraphies, mais on a des voies superposées. Alors ce qui est intéressant, c'est le travail en feuilleté en somme, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a du matériel. Le grand problème, pour dater, en dehors on parlera des critères de datation, mais pour dater, le grand problème c'est l'absence de céramique, de monnaie, et là, il a trouvé assez de céramique pour dater les 4 époques de cette voie. Pourquoi? Parce qu'il est juste à côté d'un habitat, donc il est à l'entrée d'un habitat, près d'une nécropole, et il a la datation, donc la piste pré-romaine avec un petit peu une dresselle, un reste de dressel 1, et puis un peu de céramique locale, et puis la sigillée, ça c'est pratique, donc on a... Bon, donc de temps en temps, on a des voies qui contiennent pas mal de sigillés, comme on est tout près de la Grove 5 ici. Donc, des datations qui sont données dans certains cas grâce à la proximité d'un habitat. Alors maintenant, donc, on part le renouveau encore d'une nouvelle étape avec toute une série de données nouvelles qui sont dues, bien entendu, au développement, à l'explosion de l'archéologie préventive et donc des fouilles sur de grandes surfaces. Pas tellement d'ailleurs dans notre région. C'est surtout dans Rhône-Alpes, dans le sud, dans la partie nord de la Gaule, mais pas tellement dans notre région malheureusement, mais on a quelques cas. L'archéologie préventive, toute une série de recherches micro-régionales, dynamiques territoriales, qui peuvent être liées à l'archéologie préventive, les travaux des Savories en particulier, liés souvent à la construction d'autoroutes, ensuite des TGV, gazoducs, etc. L'introduction, l'apparition de la géomatique, donc les premiers siges. Rappelons qu'en archéologie, les premiers systèmes d'information
géographiques se sont développées doucement à partir des années 90, mais on en parle surtout à partir des années 2000 et 2010, et surtout maintenant. Hein. Donc, la géomatique, les cartes géoréférencées, la question des chemins optimaux aussi, hein, les techniques. Bon, voilà un exemple, un de fouilles à Vouillé, près de Poitiers, mené par Nadeau. C'est vraiment un des rares beaux exemples de fouilles donc, de voies. On pourrait donner d'autres fouilles de voies avec ce qu'a fait Coléoni, hein, qui ne peut pas venir à côté de la station routière. Il a fouillé la voie qui passe devant. Il n'a rien trouvé d'éléments de datation, mais la corrélation stratigraphique ne posait pas de problème pour dire que la voie était liée à la station de Vanessa. Bon. Les chemins optimaux, voilà une carte faite au nord de l'Istrie, hein, au sud, voilà. Vous reconnaissez Trieste, hein, mais marqué, indiqué donc en Slovène, Tost. Donc, et toute une série de ça. Moi, je suis David, un peu surpris de voir sa ville natale, ainsi, Tost. C'est comme ça. Donc, on a la voie romaine, la Via Flavia, hein, qui est marquée en gros, et puis toute une série de chemins optimaux hein, que l'on peut retrouver donc par l'analyse de la topographie. Selon cette méthode qui avait été expliquée en 2012 ici à Bordeaux par Alice Fauvet, qui a pas mal travaillé plutôt du côté du Languedoc. Hein. Donc on prend le principe, hein, je rappelle, on sélectionne une série de nœuds de communication, hein, d'habitats groupés ou isolés, on les joint par donc une série de tracés, hein, et ensuite on regarde, on détermine des corridors de passage les plus probables. Hein, donc c'est la voie, le cheminement le plus plausible. Mais ça ne veut pas dire que ça soit des voies romaines éventuellement, hein, ou des chemins d'époque romaine. Mais ça vous donne tout un chevelu dans ce cas-là, hein, tout un ensemble. Et puis on débouche sur l'archéogéographie, toute la recherche menée à partir des années 2003, quand apparaît cette discipline qui est affirmée par Schucker. Bon, Schucker, donc, qui a longtemps travaillé avec Favori, a développé a théorisé toute une recherche fondée sur la résilience, fondée sur la formation, l'histoire des paysages, donc quelque chose de diachronique, une vision diachronique qui insiste sur le réseau, voilà. Il distingue bien entre ce qui est l'itinéraire pour aller à un endroit et puis les diverses possibilités, éventuellement à la même époque, pas forcément, hein, pour se rendre d'un endroit à un autre. Hein. C'est-à-dire, en même temps, j'ai cité surtout Sandrine Robert, hein, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Elle était invitée, hein, mais elle n'était pas libre pour qu'elle me montre ça, ou par exemple Magali Watteau, hein, ce sont les deux grandes tenantes de l'archéologie, dans l'archéologie routière, dans l'archéogéographie. C'est-à-dire vous voyez le titre, hein, de la route monument au réseau routier. La route monument, c'est le terme employé par les différents manuels, employé aussi par Jean-Marie Desbordes. Eh bien, elle donc s'élève contre cette vision traditionnelle de la route monument qui sanctifie en quelque sorte le tracé de la voie romaine. En somme, je dirais, hein, pour parler d'une manière un peu triviale, il y en a assez avec les voies romaines. Hein, c'était quelque chose comme ça. La route monument, il n'y a pas une voie romaine, mais il y a tout un chevelu de routes qui sont employées sur des siècles et qui remontent souvent à la préhistoire, à la proto-préhistoire en tout cas, et tout cet aspect qui est développé. Alors, voilà quelques titres. La route monument au réseau routier, donc privilégier l'étude des réseaux, mais des réseaux routiers, la résilience, c'est un terme important, et on voit finalement qu'en 2014, elle a publié toute une étude sur une voie antique. Donc elle revient à une monographie, mais avec toute une recherche effectivement d'ensemble, utilisant toutes les techniques de l'archéologie de terrain qui sont mises à la disposition aujourd'hui. Hein. Donc il y a cet aspect-là. Il y a d'autres réflexions qui viennent des historiens, en particulier du côté du Massif central, là, sur donc l'historien en quête d'espace, Céline Perrol en particulier, et des autres approches de la route, hein, que je rappelle, mais sur lesquelles je reviens. Et alors je termine en disant, bon, quel est l'état de la route, l'état de recherche sur la route et le rapport avec la carte. Bon, les nouveaux outils, la photographie aérienne est toujours reine, hein, mais, et puis là, bon, je parlerai des images satellitaires aussi, mais
l'avion. L'avion est relayé par le drone. Hein, c'est surtout à partir de cette année, il y a eu un congrès en Italie sur le rôle du drone, maintenant qui est encore bien plus pratique et moins coûteux. Alors c'est bien pratique. Et puis il y a le lidar. Là, le lidar, alors je n'avais pas sous la main des exemples, il y en a en Angleterre, il y en a en Slovénie, des exemples extraordinaires pour n'importe quel de chemin. Hein, pour n'importe quel type de route ou de chemin, de n'importe quelle époque, ça fait apparaître, entre autres, hein, ça donne des résultats parfois extraordinaires. Hein. Donc tout ça va renouveler la chose. Simplement, une mission en lidar, ça coûte, j'allais dire les yeux de la tête, hein, donc ça coûte très cher. Hein, donc, seulement, la Slovénie, par exemple, a publié toute la couverture lidar du pays, hein, et à la disposition de tous. Bon, on n'est pas là encore en France, ni en Italie. Ça vient. Bon, alors, je termine. Je termine en donc une carte qui exprime tous les degrés d'incertitude et en même temps les certitudes justement des Arvernes et des Vélades. Donc elle prend le Massif central. C'est une carte qui est géoréférencée aussi. Hein, c'est pas donc une carte géoréférencée. Elle vient de soutenir sa thèse au mois de juin. Alors on attend et on faudra faire venir donc, dans une prochaine réunion parce que je crois qu'elle a fait un travail remarquable et on a une bonne idée comme ceci du réseau routier avec des incertitudes, les grandes incertitudes qui demeurent quand on veut établir le réseau routier. Donc qu'est-ce qu'on attend d'une carte aujourd'hui, hein, d'abord, d'office, on a des cartes multiscalaires maintenant hein, sur Internet, donc ça c'est la géomatique. La nécessité de la hiérarchie, on ne peut pas mettre tout sur la même route. Alors, quand on a une carte, quand on parle de l'Adriatique par exemple, eh bien, il faut pouvoir, à un certain moment, faire apparaître les cartes des études micro-régionales, mais simplement à un certain niveau. Si on donne une carte de l'Adriatique d'ensemble, ça ne rime à rien. C'est qu'il faut pouvoir bloquer à un certain moment le choix dans la hiérarchie. La fiabilité, ça va de soi. Le fond de carte, eh bien, le plus agréable, le plus utile, pas le plus agréable, mais c'est fondamental, c'est la topographie. Il y a une carte topographique qui fasse bien comprendre qu'il y a des moments où c'est pas possible que la voie passe par là. Hein, donc, mais avant, c'était pas forcément le cas. Le lien avec une base de données, bien sûr, où quelqu'un qui a besoin d'avoir une carte, qu'il s'agisse d'une vision d'ensemble ou bien d'une vision très très précise d'une micro-région, puisse savoir sur quoi s'appuie, quelles sont les données qui ont permis de tracer la carte. C'est ça qui est intéressant. Hein, et puis que ça soit publié pour tout le monde, en open access, hein, sur la toile. Et la dernière chose, autre aspect, eh bien, c'est que toute cette recherche qui est faite sur les voies romaines et les routes anciennes de manière générale, les chemins anciens, soit valorisée, soit protégée. C'est une question de patrimoine, c'est une question de valorisation. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse et dont on parlera aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, excusez-moi d'avoir été un peu...